Herzlich willkommen zur Staatskantine 44 mit Francine Zimmermann und Benoit Kürdi vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel. Mein Name ist Dani Bückli, ich bin Co-Geschäftsleiter und Mitgründer des Staatslabors. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und dass wir uns heute austauschen können zur Frage der wirklich sehr innovativen Regulierung des Luftraums, und uns interessieren dabei natürlich zwei Sachen. Einmal der Luftraum und dann, weil das ist wahnsinnig spannend und anfassbar, und dann aber natürlich auch die Frage, wie das Basel, wie Sie, Francine Zimmermann und Benoit Kürdi, damit umgehen mit dieser Regulierung und wie Sie das anders machen als vielleicht andere regulatorische Behörden damit umgehen. Dann freue ich mich sehr, unsere zwei Gäste begrüßen zu dürfen, beide vom Bundesamt für Zivilluftfahrt. Francine Zimmermann ist Co-Leiterin der Sektion Innovation und Digitalisierung. Benoit Kürdi ist als Architekt für digitale Transformation zuständig für die Etablierung eines digitalen Luftraums in der Schweiz. Und beide werden uns heute von der innovativen Regulierung des Luftraums in der Schweiz erzählen. Wir freuen uns sehr und ich übergebe das Wort an Sie, Francine Zimmermann. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue aussi de ma part. Donc, je vais voir pour partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, on peut bien voir votre écran. Voilà, parfait, exactement. Donc, quel est un peu l'objectif en fait du meeting aujourd'hui? On aimerait vous dire en fait vraiment les takeaways de cette session, c'est de comment on arrive à suivre les innovations disruptives à l'OFAC. Donc, en tant que régulateur, en travaillant pour la Confédération, on est souvent vu comme voilà, le régulateur, il est lent, il est réactif, et puis innovation et puis Confédération, c'est pas forcément deux mots qui sont très souvent qui vont ensemble, notamment le régulateur. Parce que la réglementation, souvent, c'est quelque chose qui est assez lourd et puis qui n'est pas assez rapide pour innover. Donc, vous expliquer comment on fait pour suivre ça. On va aussi vous expliquer comment et pourquoi on a mis en place un cadre productif d'innovation entre le secteur public et le secteur privé, notre partnership, public partnership SUSI, Swiss Space Implementation, on va en parler plus tard. On va aussi vous expliquer comment on utilise la réglementation suisse en fait, pour attirer des entreprises internationales, comment on influence la réglementation au niveau européen et international, et puis aussi peut-être un des derniers points qui est le point, je pense, le plus important dans cet environnement vraiment qui est en train qui est très innovant, c'est de savoir comment on développe une réglementation qu'on appelle une réglementation approche produit. Donc, en fait, avec l'innovation, tout va tellement de façon rapide qu'on ne peut pas en fait attendre d'avoir la certitude sur tout pour commencer à réguler. Ce qu'on a vraiment appris, et ça c'est aussi je dirais une approche qui est suivie en tout cas au niveau européen, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de lancer quelque chose tôt, de commencer tôt, et puis ensuite itérer rapidement. Donc, vraiment après, faire des modifications rapides, mais vraiment commencer tôt par une réglementation pour apprendre, parce qu'en lançant une réglementation, on apprend. On va vous montrer aussi, basé sur des exemples concrets qu'on a fait même avant d'avoir le cadre réglementaire, pour apprendre. Et c'est en fait comme ça qu'ensemble, tous ensemble, avec l'industrie et aussi avec la recherche, on peut en fait avancer. Voilà, donc j'ai emprunté ces slides de la NASA, de nos amis de la NASA, en fait, pour montrer en fait l'espace aérien. Donc, l'espace aérien ici, c'est aussi assez futuristique avec toute une série d'opérations très diverses. L'idée, en fait, c'est de montrer deux choses, je dirais. L'aviation, c'est un système qui est assez rigide, mais qui est très bon, qui a vraiment prouvé que ça fonctionne. Je veux dire, l'objectif primaire de l'aviation et du système, c'est de garantir la sécurité. Donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est quelque chose qu'on doit maintenir. Et puis, en même temps, on a l'espace aérien qui est un bien public. Donc l'espace aérien, il appartient à tous. Et puis, depuis, je dirais, une dizaine d'années environ, avec toutes les nouvelles technologies, notamment les drones, mais aussi d'autres nouvelles technologies, on arrivait à un point où on a une démocratisation de l'espace aérien. Parce que
on a des nouveaux acteurs, on a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux marchés. Certains de ces acteurs n'ont pas de connaissance de l'aviation traditionnelle, l'aviation habitée, ou bien peu. Il y a actuellement peu de réglementation, ou alors la réglementation qu'on a, typiquement de l'aviation adaptée, l'aviation habitée, elle n'est pas forcément adaptée à ces nouvelles technologies. Donc nous, on essaye un petit peu de trouver un peu des façons innovantes, en travaillant avec l'industrie, en travaillant avec les centres de recherche et l'université, comment on peut, disons, démocratiser cet accès à l'espace aérien, et puis aussi permettre en fait l'accès à ces nouveaux entrants dans l'espace aérien, tout en assurant le niveau de sécurité aérienne qu'on a jusqu'à présent. C'est clair que pour nous, c'est je dirais la ligne rouge. Le système ne doit pas devenir moins sûr en raison de ces nouveaux entrants. C'est vraiment l'idée de trouver des façons innovantes, comment on peut intégrer ces nouveaux acteurs, parce qu'il y a plein de bonnes raisons en fait pour intégrer ces nouveaux acteurs. Donc là, c'est un peu futuristique cette slide, donc peut-être je peux vous montrer quelques exemples d'opérations que nous avons depuis plusieurs années en Suisse avec des drones. Donc, il y a des opérations, on a une dizaine d'entreprises qui font des opérations qu'on appelle d'épandage pour l'agriculture. Donc, voilà, ils sprayent en fait les vignes et les vignobles. Il y a beaucoup d'avantages. Je vais vous montrer une vidéo après, puis je peux vous parler des avantages par rapport à d'épandage, par exemple, par hélicoptère. On a aussi des opérations en fait, dont le but est de récolter des données par rapport à la météo, parce qu'avec un drone, en fait, on a des façons beaucoup plus précises de pouvoir prévoir la météo. Je vais aussi vous montrer une petite vidéo. Et on a aussi un autre exemple assez connu, c'est simplement en fait, l'échange d'échantillons de sang et puis aussi de médicaments entre les laboratoires, entre les hôpitaux. De nos jours aussi pour des mesures d'efficience, la majorité des hôpitaux, ils n'ont pas tous un laboratoire, donc très souvent il y a un hôpital par ville qui a un laboratoire, et le transport par drone permet en fait très très rapidement de pouvoir échanger et aussi les résultats de tests sanguins voilà, entre plusieurs hôpitaux dans une même ville. Peut-être on va voir maintenant si ça marche là. Voilà, alors ça, c'est une opération d'épandage. Avant, j'ai mentionné quelques avantages. Il y a beaucoup d'avantages de faire ça en fonction, ça dépend. Ce n'est pas possible par tous les terrains, mais pour les zones qui s'apprêtent vraiment à faire ça par drone, on est en fait beaucoup plus précis en faisant ça par drone que par hélicoptère. On a beaucoup moins de gaspillage de produits parce qu'on vole à 10 mètres du sol, à quelques peut-être 30 cm de la vigne. Donc, on peut vraiment sprayer là où c'est nécessaire de sprayer. Et puis, on n'a pas les nuisances des hélicoptères, typiquement le bruit, les coûts aussi d'un hélicoptère. Donc, ça, c'est vraiment une façon très innovante où on peut faire de l'épandage. Et puis là, le drone, en fait, qu'on a sur cette vidéo, pour la petite histoire, un peu des exemples concrets, c'était vraiment il y a quelques années, en fait, un opérateur, en fait, un pilote d'hélicoptère qui est venu chez nous. Et puis, il nous a dit, alors moi, j'ai cette idée, en fait, de faire... il vient du Valais, donc il a évidemment de la sensibilité pour le vin, de faire, en fait, de l'épandage par drone plutôt que par hélicoptère. Et puis, nous, à l'époque, on était vraiment un peu, je dirais, empruntés parce que la loi sur l'aviation, en fait, elle ne permet pas, évidemment, elle ne prévoit pas de telles opérations. Et puis, disons, les mesures de sécurité qui sont prévues par la loi sur l'aviation, en fait, ils sont évidemment pensés pour les hélicoptères. Donc, typiquement, on dit, on doit rester à, je sais pas, à 30 mètres d'un point d'eau. Et c'est des mesures, en fait, de sécurité qui sont très, très larges parce qu'évidemment, on pense au drift, donc tout le produit, en fait, qu'on épandrait par hélicoptère, mais qui irait ailleurs sur potentiellement d'autres cultures ou bien sur l'eau et qui pourrait contaminer l'eau. Mais avec le drone, on n'a pas ce problème, donc on peut être beaucoup plus précis. Donc, si vous voulez, grâce là encore, à une idée, disons, innovante venue de l'industrie, on est en fait simplement, on s'est dit, mais ce serait une super idée, et on a vraiment essayé de discuter avec tous les acteurs
mettre autour de la table toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire dans ce type d'opération. Et c'est pas évidemment évident en Suisse parce qu'on a le SECO, le secrétaire d'État à l'économie, qui doit être impliqué en raison de la protection des travailleurs. On a l'Office fédéral de l'environnement qui doit aussi être impliqué parce que si on spraye du produit, ben, ça va dans les sols. Et puis, voilà, il y a une composante par rapport à l'environnement. Pas chacun peut simplement sprayer des substances et ça peut avoir un impact. On doit aussi discuter avec l'Office en charge de la sécurité alimentaire parce qu'on spraye sur des fruits qui vont être mangés sous une forme ou une autre. Et puis, donc voilà, donc on a tous ces opérateurs qui ont quelque chose à dire. Et puis là, on a réussi, en fait, tout le monde était très ouvert à trouver une solution. Donc, on a créé un groupe de travail. Et puis, on a aussi Agroscope, qui est le centre d'excellence pour la recherche dans l'agriculture, qui a joué un rôle clé. Parce qu'en fait, nous, on ne savait rien de ces drones. Typiquement, là, c'est un drone fait maison qui a été créé par cette personne. Et on ne savait pas non plus quelle était justement la précision, en fait, de comment ce drone il peut sprayer. Donc là, Agroscope nous a dit, nous, on peut vous aider et puis on peut tester en fait ce qu'on appelle le drift, je ne sais pas comment on dit ça en français, des drones. Et puis après, en fonction de ce facteur, quand on sait comment ce drone il est précis pour sprayer, on peut après définir quelles sont les mesures à respecter, mesures de sécurité typiquement par rapport à l'eau, par rapport à des personnes, par rapport à des endroits sensibles, par rapport à des cultures. Et puis donc, évidemment, pour chaque drone qui est utilisé, chaque drone de type différent, voilà, il y a ce passage et puis à l'agroscope pour savoir en fait comment le drone il se comporte, disons, quand il spraye des substances, pour qu'on puisse après vraiment avoir pour chaque drone des mesures qui sont adaptées en fait à la situation. Donc juste ce petit exemple pour dire que en fait, même si le cadre réglementaire ne nous permet pas, et toujours pas aujourd'hui, on est ouvert, et là, c'était vraiment un travail justement avec 5 autres offices de la Confédération. En fait, on est ouvert à trouver des solutions innovantes quand voilà, elles font énormément de sens, comme dans ce cas-là avec ce drone pour les épandages. Je vais passer à l'exemple suivant. Voilà, c'est le même. Dans le prochain, est-ce que ça marche? Oups. Je vais pas passer à la prochaine ou pas? Pourquoi je n'arrive pas à passer à la prochaine slide? Peut-être si vous cliquez en dehors de la voilà. vidéo. Pardon. Voilà. Ça, c'est un autre exemple d'un drone qui mesure justement les données météorologiques. Donc, il mesure l'humidité et la température, et puis il a vraiment un vertical take-off, il va juste dans les nuages, et puis il permet en fait d'avoir des mesures qui sont beaucoup plus précises que les mesures en fait habituelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a depuis plusieurs années, qu'on a rendu possible, parce qu'en fait là, on a aussi vraiment vu les bénéfices en fait de ce type d'opération. Là, peut-être aussi encore un autre exemple que j'ai mentionné au début, drone pour le transport d'échantillons de laboratoire entre 2 hôpitaux, qui nous permet en fait de gagner en fait 80% du temps par rapport en fait aux moyens traditionnels. Jusqu'à présent, typiquement là, c'était Lugano. Donc le transport entre les hôpitaux se faisait par taxi. Et puis les hôpitaux, ils sont à genre quelques kilomètres à vol d'oiseau. Néanmoins, ils sont dans une zone qui est très souvent, il y a des bouchons. Donc, il y avait jusqu'à plus qu'une demi-heure en fonction des moments de la journée pour apporter des échantillons en voiture d'un endroit à l'autre. Et en drone, avec un drone, c'est en comptant voilà, de sortir le drone, de le faire voler, l'atterrissage, on arrive à 7-8 minutes. Donc, on gagne vraiment énormément de temps. Et puis, ça peut être aussi décisif. Voilà, si typiquement un patient attend d'avoir une analyse de sang pour pouvoir, disons, faire une opération ou autre chose. Donc là, c'est aussi un exemple assez intéressant parce qu'en fait, la demande est venue du côté des hôpitaux parce qu'il y a vraiment ce réel besoin d'être plus efficace pour avoir ce transport
des échantillons de laboratoire par drone. Donc en Suisse, on a vraiment, je dirais, on a vraiment un écosystème. On a la première slide que vous avez vue avec, c'était une slide que j'ai empruntée de nos collègues de l'EPFL, des centres de robotics. Donc on a vraiment un écosystème. Donc on a la recherche qui est là, on a beaucoup d'universités de pointe aussi au niveau international qui sont reconnues. Et là, je dirais, en tant que régulateur, c'est vraiment un peu notre devoir de laisser place à la recherche et puis d'écouter aussi les idées folles qui peuvent paraître un peu difficiles, futuristes, mais vraiment les écouter parce qu'en fait, c'est vraiment clé pour nous permettre d'avancer. Et un petit pays comme la Suisse, on doit vraiment travailler main dans la main ensemble. Donc là, je veux dire, le régulateur, s'il régule tout seul dans son coin, sans savoir ce que l'industrie fait, sans savoir ce que la recherche est à quoi la recherche est en train de penser, voilà, on va certainement arriver avec un cadre réglementaire qui est inutilisable et puis qui ne répond pas en fait aux besoins du marché. Donc ça, c'est un peu l'écosystème. Vous voyez qu'en fait, on a énormément d'industries. On a vraiment une industrie très, très diverse. On a des industries on a au niveau des services, au niveau des hardware, au niveau des software. On a aussi au niveau de tout ce qui est des composantes et des systèmes au niveau de la navigation aérienne. Ouais, on a vraiment un écosystème qui est très, très divers. Et puis, on a aussi à cela qui s'ajoute, donc, si on prend les centres de recherche, l'industrie, on a aussi le monde de la politique. Il y a une attention assez accrue du part du public et puis de la sphère politique par rapport à, je dirais, à l'aviation en général, mais aussi maintenant à l'arrivée de ces nouveaux entrants, des drones, comment on peut les identifier, comment on peut savoir qui c'est qui vole où, comment on peut voilà, savoir pourquoi un drone est ici, quelle est son utilisation, quelle est sa mission. Donc là, il y a quelques exemples sur ce slide en fait, d'interpellations parlementaires qui demandent en fait vraiment des explications, qui montrent aussi typiquement voilà, l'importance des drones pour la Suisse en tant que pôle de recherche et pôle économique, l'interpellation de Katia Christ. Donc ça aussi, évidemment, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous à l'OFAC. Donc c'est aussi un des aspects qu'on doit aussi répondre en fait à l'attention de la politique et puis du public qui veut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis comment on navigue en fait dans ce système et puis cet écosystème qui est très très innovant. Donc en gros, je dirais un des résumés, ce serait de dire que la Suisse c'est vraiment une drone valley. Voilà, on a l'industrie, on a le monde de la recherche, on a le monde de la politique qui est intéressé, et puis nous en fait on est le régulateur. Donc nous on a quand même un rôle clé là-dedans parce que c'est finalement nous qui pouvons, je dirais, aider ou peut-être aider à avancer plus rapidement ou peut-être justement freiner en fait tout cet écosystème et puis cette innovation qui est là. Donc, ce n'est pas un rôle qui est très, très facile parce que comment on régule ces nouvelles activités, souvent, on ne sait pas. Ce qu'on essaie de faire un peu, c'est de mesurer en fait tous vraiment les aspects clés qu'on doit garantir sur une sorte d'échelle, sur une sorte de balance. Donc, on a la sécurité qui doit être garantie, on a la sûreté qui doit être garantie, on doit aussi protéger l'environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans notre mandat. Enfin, je veux dire, ce qu'on peut autoriser, c'est dans un cadre qui est sécurisé, qui est sûr, qu'on puisse protéger l'environnement. Et on doit évidemment aussi faire en sorte que la protection des données et la protection de la vie privée, elle est garantie. Donc ça, c'est déjà le cadre qui nous est donné, je dirais, voilà, par notre fonction en tant que telle. Et puis, avec ce cadre qui nous est donné, on essaie vraiment d'avoir le maximum de place à l'innovation. Donc là, on essaye je dirais, de pousser dans nos travaux, et Benoît va vous donner quelques exemples après concrets, de ne pas avoir de surréglementation. On a parlé au début de cette réglementation approche produit. Ça va exactement dans cette ligne pour dire on commence tôt, on apprend, même si au départ on ne sait pas tout, on commence tôt, on apprend, et puis on modifie au fur et à mesure qu'on apprend en fait de notre expérience pratique. Donc, à la place d'avoir trop de réglementation, on fait ça petit à petit. C'est vraiment une approche un peu step by step. Et puis, on itère très rapidement.
un des objectifs toujours aussi pour nous, c'est l'accès au marché facilité. Là aussi, Benoît va vous parler un petit peu de Suzy et en fait de tous les acteurs qu'on a réussi à attirer via notre approche. Notre marché en Suisse, il est beaucoup trop petit en fait pour n'importe quelle industrie. Donc, nous, on a vraiment une approche que si quelqu'un a des idées folles et vient développer quelque chose ici qu'on peut supporter, qui est vraiment innovant, l'idée, c'est vraiment qu'on crée des conditions en Suisse cadre qui vont permettre à cette industrie, après d'avoir accès au marché, idéalement marché mondial. Quelquefois, c'est d'abord le marché européen et après au niveau international. Mais vraiment, ce n'est pas l'idée d'attirer des entreprises ici qui vont juste pouvoir voler en Suisse. Et puis, dès qu'ils auront passé la frontière, les conditions seront totalement différentes. Là aussi, Benoît va vous expliquer notre implication dans beaucoup de groupes de travail, comment on influence la réglementation. Et là, je pense qu'on a vraiment, en Suisse, il y a le fact de bonnes cartes pour influencer la réglementation au niveau européen, parce qu'on est, voilà, on est dans tous les groupes de travail et aussi au niveau international, parce qu'en fait, souvent, on a en fait un pas d'avance parce qu'on a réussi par la pratique à tester, à savoir qu'est-ce qui fonctionne, savoir qu'est-ce qui fait du sens. Et via notre expérience, je dirais, pratique, on peut ensuite influencer la réglementation au niveau européen, international. Là aussi, on aura des exemples concrets où on va vous montrer comment on a, grâce à certains tests qu'on a fait en Suisse, comment ça s'est en fait terminé par une modification du cadre légal européen. Donc voilà, l'harmonisation internationale, c'est toujours notre objectif. Je crois que l'aviation, c'est le domaine le plus important qui montre qu'on a besoin d'avoir une harmonisation parce que, je veux dire, le ciel n'a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Voilà, on a parlé de l'espace aérien, le bien public. Donc là, si quelqu'un, si un pays fait quelque chose seul dans son coin, voilà, ça va. Le système en tant que tel ne peut pas fonctionner. On a besoin d'avoir un système qui est identique ou vraiment qui est très proche dans le monde entier. Et puis le dernier point, c'est vraiment de dire qu'en fait, on essaie toujours de permettre une application efficace et puis aussi effective voilà, de la réglementation et puis permettre justement l'entrée de ces nouvelles technologies. Donc, ça, c'était ma dernière slide. Je vais maintenant arrêter de partager l'écran et puis je vais donner la parole à Benoît. Voilà. Merci Francine. Alors effectivement, je vais prendre la main et on va rentrer dans des éléments concrets. Avant de parler de la régulation, je vais vous parler juste d'éléments de culture. On sait que c'est extrêmement important, pas seulement dans les offices fédéraux, mais dans toute organisation humaine. Et on a 3 piliers qui nous servent à justement être efficaces dans notre approche. La première, c'est cultiver la flexibilité et la curiosité. Alors, tout ce qu'on va dire, c'est évident sur le papier et un peu plus dur en pratique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a toute une série de choses qu'on met en place. Typiquement, on a comme maintenant, des ID. ID, c'est le nom de notre section, Innovation et Digitalisation, des ID Talk. C'est-à-dire que quelqu'un va présenter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, un sujet un peu plus technique, un peu plus difficile, mais qui va permettre à toute l'équipe d'avancer et de mieux comprendre un sujet. Donc, d'une part, évidemment, ça nous force à aller un petit peu plus loin que ce qu'on connaît d'habitude, mais aussi, d'autre part, ça permet aux personnes de partager et de devoir mettre en forme leurs pensées. Donc, avoir une fois par mois, chaque 2 mois, quelqu'un de l'équipe qui présente le sujet, mais de manière plus approfondie, ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment très efficace, très utile. On a aussi toute une série de petits outils pour faire des échanges. Alors, typiquement, on utilise beaucoup Trema pour s'échanger des nouvelles qui sont dans notre milieu. Donc, c'est non seulement on le fait, mais c'est encouragé. Comme ça, on peut échanger sur toutes sortes de choses. Alors, plutôt évidemment professionnels, mais pas que, des choses intéressantes, des podcasts qu'on a entendus qui nous ont semblé bien, des articles scientifiques qui d'un coup nous ont surpris. Et tout ça, ça contribue à créer un petit peu ce sentiment d'ouverture et d'aller chercher les choses ailleurs. Une chose qu'on fait aussi beaucoup, là plus par email, donc on voit, c'est des outils simples, mais qui fonctionnent, c'est se partager les webinaires.
il y a une offre de séminaires, de webinaires absolument incroyable. Et donc, on a l'habitude de se les échanger dès qu'on sait. Et même si on ne participe pas à ces webinaires, parce qu'on a quand même des contraintes de temps importantes, ça nous met quand même les antennes un petit peu dehors en se disant « Ah, eux, ils parlent d'intelligence artificielle. Tiens, il est en train de se passer quelque chose ici au niveau de la régulation dans un domaine qui nous est proche, etc. » Et donc, voilà, ça contribue à cette impression, cette atmosphère d'ouverture qui est importante. Dernièrement, on a mis en place aussi quelque chose de super qui s'appelle un café philosophique où on prend du temps pour discuter d'un thème plus en détail en prenant le temps vraiment d'être plus généreux dans le temps qu'on a et d'aller plus loin dans la réflexion, mais plus, pas technique, là, plus profondément sur un sujet typiquement politique. Donc tout ça, ça contribue à cette flexibilité. Et il y a un avantage qui est absolument clé et difficile à avoir quand on est un office fédéral, c'est d'accepter et même d'apprécier l'incertitude. Parce que finalement, de voir ce monde qui est en mouvement, qui avance, qui est positif et qui trouve des solutions, eh bien, ça nous permet de nous dire, mais on est porté par une vague qui, malgré les incertitudes, va nous amener là où on veut. Sinon, le problème qu'on a souvent au niveau culturel, c'est de se dire « Ouh là là, où va-t-on » et donc, si on n'a pas confiance dans le système, si on n'a pas confiance dans le processus, évidemment, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est cette vision holistique, donc holistique globale. De nouveau, c'est très simple, tout le monde est d'accord, on se dit bravo, oui, vision holistique, très bien. Comment on le fait? Donc, on veut casser les silos. Ici, on est d'accord, on travaille dans l'administration, chacun à son prêt, on est très content, mais voilà, ça va pas, c'est vite difficile. Et non seulement on doit travailler dans les silos, mais on doit aussi travailler à beaucoup de niveaux. On doit travailler avec les cantons, les communes, on doit travailler à l'international. Donc, tout ça, des fois, c'est pas évident de mettre ensemble. Et une chose de vraiment excellente qui a été mise en place dans l'équipe, que je n'avais jamais vue avant, et quand je l'ai vue, j'ai trouvé que c'était vraiment une des solutions que tous les offices devraient mettre en place, et là je parle même de toutes les unités, c'est d'avoir des personnes dédiées à la communication. Donc je ne parle pas des press releases et de la communication institutionnelle. Ça c'est autre chose, c'est un métier, c'est à part. Mais je parle de communication, de ce qu'on fait, de l'innovation et de son travail. Donc nous, on a des personnes, alors qui ne font pas forcément que ça, mais qui ont vraiment un rôle de communication vers l'interne et vers l'externe. Et non seulement on apprend à communiquer, mais on apprend aussi à recevoir l'information, et c'est absolument clé. Et sincèrement, je dois dire que si vous n'avez pas quelqu'un comme ça dans votre équipe, réfléchissez-y. Oui, il a fallu lutter pour les ressources. Donc, bravo à Francine et à son équipe au niveau du management d'avoir réussi à obtenir ces ressources. Les bénéfices, le retour sur investissement de cette ressource sont multiples. Il n'y a aucune discussion pour moi là-dessus. Et voilà, donc typiquement, ce n'est pas des discussions faciles à avoir quand on veut mettre en place quelque chose comme ça, mais elles valent vraiment la peine. Et puis, troisième chose, et là, de nouveau, c'est une question de culture, c'est de participer activement. Je suis membre, comme vous toutes et tous, d'énormément de groupes de travail, et il n'y a rien de pire pour moi que ces régulateurs qui arrivent, qui s'asseyent, et quand tout est fini, repartent. Et on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là, mais enfin, ils étaient là, et voilà. Donc, notre approche, elle est très claire. On participe activement à des conférences, c'est-à-dire qu'on parle, on va présenter, et pas juste, on ne va pas pour juste écouter. On prend la tête de groupe de travail, vraiment, donc s'il y a au niveau international, on est connu pour ça, mais en général, donc on s'implique, et ça demande des efforts et du travail, mais on prend le lead. Et quand on participe à des projets de standardisation, de nouveau, on contribue activement. Donc, on explique le cadre régulatoire, on montre, on aide l'industrie de manière très proactive. Et on va même, et ça c'est quelque chose d'assez récent, contribuer à des projets open source. Donc, c'est nous, l'OFAC, on a des lignes de code qui rentrent
dans des projets open source. Dans le cas présent, c'est un projet qui nous sert à faire de l'oversight. Donc, ça nous sert à nous. Hein. On n'est pas en train de contribuer au hasard, voilà. Mais ça nous sert à nous et à l'industrie. Ça crée de la transparence, ça crée de la confiance, ça crée de la collaboration. Et donc, de nouveau, comme pour les autres activités actives, ça nous donne du crédit et ça nous permet d'influencer. Et donc, tout ça a des valeurs extrêmement élevées. Alors, quel est le résultat de quand on a une culture comme ça? Eh bien, on est une force d'attraction. Comme Francine l'a dit, il y a une nouvelle régulation, déjà en 2018, mais même encore un peu avant, qui s'appelle U-Space. U-Space, c'est une série de services qui permet l'intégration des drones dans l'espace aérien. Alors, on va parler d'identification à distance des drones, de plans de vol, de choses comme ça. Bref, c'est une infrastructure technique dans l'espace aérien. Et ça fait des années qu'on sait que U-Space va venir. Et donc, on aurait pu rester là et attendre et se dire, bon, bah, ça vient. Voilà. Mais comme Francine l'a évoqué, on voulait prendre les devants. Et donc, dès 2018, alors que la régulation va entrer en vigueur en 2023, donc il y a eu tout un travail avant, on a décidé de mettre en place ce Swiss U-Space Implementation, qui est un partenariat entre nous, Skyguide, et l'industrie. Et il y a plus de 30 entreprises internationales qui ont été d'accord de participer à leurs propres frais. Donc, il n'y a pas d'argent échangé, on ne leur donne rien. Et elles ont dit, OK, on vient en Suisse. Alors, quand vous connaissez l'industrie, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils viennent parce qu'ils savent que, d'une part, on va faire. Quand on dit qu'on fait, on fait. Et d'autre part, parce qu'ils savent qu'on est basé sur des standards internationaux. Parce qu'ils nous ont vus dans les groupes de travail de standards. Ils nous connaissent, ils savent qu'on comprend ce que c'est. Et donc, quand on leur dit, voilà, il y a cette régulation qui arrive, ils se disent, ben, un bon endroit pour la mettre en place, c'est la Suisse, parce qu'on a la confiance, parce qu'on sait qu'on va produire quelque chose. Et parce que cette approche, justement, de développement rapide, itératif, on a pu l'expliquer et ils comprennent qu'on va être capable de gérer l'incertitude. Donc, vous voyez, comme tout ce qu'on a discuté avant se met en place et nous donne un groupe de travail comme celui-ci, qui a toute une série d'entreprises ici, voilà, de nouveau plein de logos. Et le résultat, le bénéfice pour la Suisse, c'est que quand on va ensuite, on retourne dans les groupes de travail internationaux, on a fait. Et donc, on peut influencer comme personne, parce qu'entre ceux qui pensent que et ceux qui ont fait, eh bien, il n'y a pas de photo. À tous les coups, on peut leur démontrer pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Mais de nouveau, parce qu'on a ce support. Nous, en tant que fac, bon, bah, on a finalement peu de mérite, autre que justement d'avoir cette masse de compétences qui est réunie et qui nous aide et avec qui on collabore. Donc, ici, on voit vraiment clairement le bénéfice de commencer tôt et puis d'avoir cette approche itérative avec le résultat qu'on a mentionné. Donc, je vais peut-être vous montrer un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne voulais pas prendre un exemple technique parce que des fois, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, mais on a aussi des exemples au niveau régulatoire, donc, enfin, au niveau du contexte légal, on va dire. Ici, c'est un contrat qu'on a mis en place. Donc, il y a des prestataires de services qui doivent échanger des données pour qu'on puisse identifier les drones à distance. Donc, depuis votre ordinateur, vous pouvez voir qu'ils volent à Berne, à Zurich ou à Saint-Gall. L'industrie s'est mis en place, donc j'espère que vous voyez toujours mon écran, et ils se sont mis d'accord sur comment faire les choses et pourquoi. Et ce contrat, en fait, est maintenant réutilisé, en tout cas observé de manière très, très proche par beaucoup d'autres pays européens, parce que le besoin est identique. Et donc, basé sur notre expérience, on voit que, je vais peut-être m'arrêter ici dessus, typiquement, où les prestataires de services ont dû se mettre d'accord, c'est quel est le niveau on appelle ça les Service Level Agreements qu'on veut atteindre entre nous. Et ils l'ont fait là, ils ont discuté. L'OFAC a supervisé le travail, mais on n'a pas eu besoin de faire beaucoup plus que ça. Ils avaient un cadre de confiance
qui leur permettait voilà, de savoir que leur travail serait utile aussi au niveau international. Et ils se sont mis d'accord. Donc, ce contrat, maintenant, il est ouvert, il est public. Vous pouvez le télécharger à l'adresse qui est sur le site que je partageais tout à l'heure. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller plus loin. Mais ce qui est important, c'est de nouveau, vous voyez, qu'est-ce qu'on arrive à atteindre concrètement, pas qu'au niveau technique, quand on a une plateforme comme celle qui est Suzy. Donc, ça, c'est une chose, mais si vous voulez voir, parce que je vous parlais de cette identification à distance des drones, on voulait quand même vous montrer ce que ça veut dire. Au final, ce que vous avez, c'est quelque chose comme ça, où vous pourrez voir les drones sur une carte, vous pourrez voir un petit peu les derniers mètres qu'ils ont fait, les dernières 60 secondes, et puis chaque opérateur de drone pourra avoir son propre prestataire de service. Et donc ici, on a un marché ouvert, flexible, qui est très proche de la volonté politique suisse également d'avoir justement cette ouverture de marché qui permet ensuite d'exporter quand les sociétés sont suisses. Donc ça, c'est des résultats concrets. Nous avons été les premiers, même dans le monde, en fait, ici, à avoir une implémentation globale de cette solution technique qui, d'ici quelques années, sera partout en Europe. En tout cas, ça c'est sûr, et très probablement encore dans d'autres pays aussi, inclus les États-Unis et beaucoup de pays d'Asie. Donc, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la partie présentation, comme ça on a du temps pour la discussion. Et c'est juste peut-être une slide qui résume un petit peu des choses qu'on a dit ici. Excellent, merci beaucoup Francine et Benoît pour cette présentation. C'est vraiment c'est extrêmement intéressant. Ce que vous dites, il y a plein de facteurs qui sont particuliers, j'imagine, à ces secteurs, mais aussi en même temps, plein de questions que vous relevez, l'approche holistique, la culture d'une organisation, la manière d'être capable de gérer l'incertitude, la manière d'être capable de, comme on dit en anglais, de working in the open, de partager des résultats, même si ce n'est pas encore parfait. Ce sont tous des questions qui s'appliquent sans doute peut-être tous les domaines de l'État et pas uniquement à l'aviation. Donc, merci beaucoup pour cette présentation passionnante.